Le Libéria, la manifestation contre la gouvernance de Weah, la Libye, les pro-Haftar qui disent avoir pris le contrôle du Sirte, et puis l'Iran, les USA, les démocrates qui veulent limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump. Voilà nos trois sujets pour ce soir avec Maître Eric Emmanuel Sosa, que nous retrouvons pour la première fois en 2020. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Yaoui. Et je saisis l'occasion pour présenter mes vœux de prospérité, de paix électorale et post-électorale à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, nos vœux réciproques. Le Nigeria, la police libérienne a dispersé par la force hier lundi des milliers de manifestants qui protestaient à Monrovia contre l'aggravation de la crise économique sous la direction de George Weah, président sous pression à l'approche de ses 2 ans de pouvoir. Environ 3000 personnes s'étaient rassemblées auprès du siège du Parlement à l'appel d'un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition pour une 3e manifestation en 7 mois. Manifestation donc dispersée à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau quand des manifestants se préparaient visiblement à passer la nuit en ces lieux. Mais tout ça, c'est, on dirait, un mauvais temps que passe George Weah. Son expérience à la tête du Libéria depuis 2 ans est une désillusion. Une désillusion totale. Ce n'est pas un mauvais temps. C'est que, en fait, il n'y a pas à présumer du fait de son origine socio-professionnelle qu'il fut un mauvais président ou qu'il ferait un mauvais gouvernant. C'est pas ça le problème. C'est que, vous voyez, la démagogie, à un moment donné, ça vous rattrape. Je me souviens des messages de campagne de M. Weah, et aussi de son discours d'investiture. Je serai le président de tous les Libériens. On se rend compte aujourd'hui qu'il est président d'un clan et que ceux qui manifestent d'abord contre la cherté de la vie, l'économie qui est de plus en plus malmenée, et puis surtout contre une forme de corruption qu'il avait promis éradiquer, mais qu'il entretient parce qu'il est lui-même l'otage d'un système de gens qui garantissent peu ou prou la survie de son régime. Son régime, c'est beaucoup dire, parce que pour l'instant, George Weah n'a pas encore réussi à démontrer qu'il a des capacités propres en tant qu'homme politique, à fédérer autour de lui une idéologie ou une mode de gouvernance qui emporte l'adhésion d'un grand nombre de gens de qualité. Donc, faire la politique d'un clan et de ses électeurs ne fait pas de vous un homme d'État de la trempe à traverser les tempêtes sociales comme celles-là qui sont en train de le secouer. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste un épisode de contestation. Il y a un mal de fond. La lame de fond va encore peut-être frapper si on ne met pas des garrots importants pour stopper la vague de protestation. Alors, en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est un peu trop, un peu plus exigeant par rapport à George Weah qu'on l'a été par rapport à Ellen Johnson Sirleaf? Non, parce que justement, Madame Sirleaf est arrivée à une période où elle a d'abord réussi l'unification du pays. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un pays traumatisé et il a fallu une personnalité comme Madame Johnson Sirleaf pour réunifier et recréer le modèle national. D'accord? Donc, à un moment donné, elle a en quelque sorte colmaté les brèches du moule de ce qui fait nation. Donc, elle n'avait pas subi les mêmes élans de contestation. Monsieur Weah est arrivé sur un terrain neuf, apprêté par Madame Sirleaf. C'est peut-être pour ça que Madame Sirleaf a bénéficié peut-être d'un crédit beaucoup plus long, et elle a eu un état de grâce qui a duré quasiment son premier mandat. Après, elle a été couronnée par un prix Nobel de la paix qui renforce un peu son autorité et sa légitimité. Ce que M. Weah n'a pas, et malheureusement M. Weah n'a pas les leviers politiques dont a pu bénéficier Mme Sirleaf. Elle était dans le système depuis plus longtemps, Mme Sirleaf, il faut bien se le dire. Weah est un nouveau venu, est un ovni débarqué en politique. Il a quitté les gazons verts pour débarquer directement sur les tapis rouges de la politique. Et c'est pas, c'est qu'il était impréparé à gouverner. Ça me rappelle quand même, quand on parle de George Weah, par rapport
à tous les griefs qu'on porte contre lui. Ce que disait l'ancienne première ministre britannique qui disait, si vous pensez que j'ai une baguette magique pour résorber les questions de chômage et que je ne l'utilise pas, vous vous trompez. Weah n'a pas une baguette magique pour transformer le Libéria non plus. Personne n'a une baguette magique pour transformer aucun pays, rassurez-vous. On ne lui demande pas ça non plus, on ne lui demande pas de faire de la magie. Mais c'est pour ça que je dis que, en fait, la politique est un métier à part entière et il faut trouver des leviers. Écoutez, ce qui arrive à M. Weah est en train d'arriver à M. Macron. Oui. Avec les gilets jaunes, puis maintenant c'est sur la retraite, et puis demain ce sera encore sur autre chose. Donc, non, aucun président n'a de baguette magique, mais il y a une méthodologie et parfois une pédagogie dans l'art de gouverner, pour expliquer aux gens pourquoi c'est dur, pourquoi on ne peut pas faire ça tout de suite, mais à telle échéance, on peut faire ceci ou cela. Il n'a peut-être pas ces éléments de langage, mais il faut se méfier des éléments de langage, parce qu'après, ça devient juste de la parlotte, de la communication. Il faut avoir, justement... Et c'est pour ça que le peuple est devenu complètement hermétique et sourd. Il n'entend plus rien, parce qu'il sent que c'est juste de la rhétorique. Il faut que ce soit quelque chose qui soit porté par, justement, des leviers. Et les syndicats sont des leviers, les étudiants sont des leviers, la jeunesse, la population, les couches moyennes ou populaires sont des leviers que M. Weah n'arrive pas à mobiliser favorablement à son pouvoir. C'est ça le problème. En même temps, le Libéria, on le sait, c'est aussi un pays coupé en deux entre les autochtones et les descendants des esclaves qui se considèrent, ces descendants d'esclaves, comme ceux qui ont des droits divins pour gouverner le Libéria. Weah est un autochtone et on peut comprendre aussi qu'on essaye de fragiliser un peu la gouvernance de l'autochtone parvenu au pouvoir. Mais non, Weah a comme vice-président, que je sache, la femme de... une ex-première dame qui n'est pas autochtone. Bon, non, je crois que c'est une façon un peu trop sommaire de schématiser le problème libérien. Non, Weah ne fait pas les frais. Il a autour de lui beaucoup d'Afro-Américains qui sont là depuis longtemps, pour certains d'entre eux. Il y a une administration qui maintenant est quand même relativement bien structurée, et je ne sache pas que dans les revendications qu'il y a, elles soient portées davantage par des Afro-Américains. Elles sont portées par des gens qui ont une demande sociale qui est sous la pression de l'immédiateté. Bon, quel message on peut avoir pour calmer ou pour satisfaire la demande sociale, peu ou prou? C'est ça le problème. Notre second sujet, c'est la Libye. Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar se sont emparées lundi de la ville de Sirte, portant un coup dur à leur rival dans un contexte régional tendu après l'annonce de la Turquie de l'envoi de troupes en Libye. La perte de Sirte représente un sérieux revers pour le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, dont les forces contrôlaient la ville depuis 2016, quand elle en avait chassé le groupe État islamique après plusieurs mois de combat. Qu'est-ce qui a pu bénéficier aujourd'hui aux troupes de Haftar pour cette progression et cette conquête de Sirte? Ce qui lui a bénéficié, c'est la faiblesse de l'autre camp. C'est tout. Parce que, écoutez, nous sommes dans un état de guerre civile totale, un pays qui est clivé, morcelé, qui est tiré à vue et à dia par deux hommes politiques qui sont prêts à tout pour me faire mes bases sur les ressources. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, n'allons pas chercher très loin. Il faut trouver des solutions rapides, mais elles ne peuvent plus être militaires. Aujourd'hui, le coût militaire est surélevé et le coût humain est hors de toute proportion. Il faut que cette guerre s'arrête. Il faut arrêter ces deux messieurs. Comment? C'est là le capital diplomatique qui doit être mis à l'œuvre, mais il faut d'abord que l'Afrique s'implique davantage, parce que on est sur le territoire africain, en train de vivre un drame qui se prolonge de plus en plus pour des populations africaines, parce que les Libyens sont africains. Et ce qui se passe en Libye a des répercussions immédiates, parce que tout le corridor du Sahel nord est
totalement tributaire de ce qui se passe en Libye. Oui. Hein, donc il faut absolument arrêter cette guerre-là, et arriver à réinstaller de la puissance régalienne en Libye pour avoir un commencement de solution pour éradiquer le djihadisme qui est en train de sévir au Sahel. Alors, et l'entrée en scène de la Turquie, ça peut faire basculer le rapport de force? On ne connaît pas quel est le potentiel de ralliement que l'autre camp pourrait avoir non plus, hein, parce qu'il y a pour l'instant beaucoup de protestations, mais les protestations peuvent se transformer en prise de position, et quand les prises de position deviennent militaires, ça peut changer la donne d'une façon ou d'une autre, mais ça ne laisse présager rien de bon. Et il ne s'agit pas d'aller chercher des alliés dehors pour bouter l'autre hors du champ du pouvoir, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Qui sera gagnant de cette guerre? Quels que soient les alliés dont il peut bénéficier, qui sera gagnant? Est-ce que les autres vont accepter d'être battus? C'est ça le problème. N'importe lequel, aucun d'entre eux ne sera tranquille à Tripoli, ne gouvernera tranquillement, tant que l'autre n'est pas complètement arrivé à récépissance. Alors, tout le monde parle de risque d'internationalisation du conflit libyen, mais est-ce qu'on n'y était pas depuis? C'est ce que j'allais dire, oui. Il n'y a aucun risque. On est déjà dans un conflit qui a une dimension internationale avérée depuis longtemps. Seulement, bon, si vous voulez, le foyer belliqueux est un peu confiné dans les territoires, les frontières internes de la Libye, mais les avatars sont déjà nombreux alentours. Hein. Les enjeux géopolitiques mondiaux se sont déplacés en Libye, c'est ça? Parce qu'on a un peu la Turquie qui soutient le GNA, la Russie qui soutient Haftar, alors que Turcs et Russes sont alliés en Syrie. Ah oui, non mais bon, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas encore de bipolarisation claire qui permette de dire qu'un camp est en situation d'avoir un avantage logistique militaire sur un autre. On ne sait pas. Donc, bon, mais c'est une guerre stupide, faut le dire, comme toutes les guerres civiles. Bon, alors, les guerres civiles ne se gagnent pas forcément un camp contre l'autre. Elles se gagnent en arrivant à mettre les belligérants autour d'une table avec un intérêt commun bien identifié pour faire cesser le feu. Il n'y a que comme ça qu'on les gagne. Mais dire que l'autre va être écrasé pour que l'autre vienne s'installer, non. Écoutez, le Tchad, pendant longtemps, depuis Tombalba, Amatassil, Goukouni Wedei, puis après Hissène Habré, puis après Idriss Déby, ça a été ça tout le temps. Vous voyez, donc quelqu'un gagne, il n'est jamais tranquille parce que les autres vont tout faire pour le bouter hors du pouvoir et prendre sa place. Donc on va pas recommencer ça en Libye. Dans le cas libyen, quand même, on a une Union africaine qui est complètement aphone et amorphe. Elle est en état de catatonie. De mort cérébrale, comme dirait l'autre. Oui, c'est à peu près ça. On ne sait pas pourquoi, mais bon, enfin, oui. Comme dirait l'autre, hein, l'UA, combien de divisions? C'est ça le problème. Et combien de porte-parole? Le troisième sujet, l'Iran et les États-Unis. Les élus démocrates au Congrès américain, seuls habilités à déclarer la guerre, veulent limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump, qui, comme la plupart de ses prédécesseurs, a lancé des interventions à l'étranger sans aval des parlementaires. Ce débat récurrent a été relancé après la mort du général iranien Qassem Soleimani dans une frappe américaine vendredi près de Bagdad, qui fait craindre un conflit ouvert entre Téhéran et Washington. Est-ce que vous avez l'impression que Donald Trump est plus dangereux que ses prédécesseurs? Oui, définitivement oui. Il est pathologiquement dangereux et ce monsieur est une calamité pour la paix mondiale. Mais il y en a qui le définissent comme quelqu'un qui en a enfin dans le pantalon. Mais attendez, il ne s'agit quand même pas de ça. Ce monsieur est en train tout simplement de s'aborder la paix mondiale pour une réélection, c'est tout. Donc c'est une méthode de voyou, il faut le dire, sans langue de bois et sans fioriture. C'est une méthode de voyou, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, mais absolument tout,
pour donner l'impression qu'il est bon pour le job et pour un deuxième mandat, c'est tout. Donc en fait, il ne faut même pas aller chercher. Écoutez, on nous a déjà fait le coup. L'invasion de l'Irak par George Walker Bush a été sur la base d'un mensonge. Oui. On l'a vu, le monde entier l'a vu. Colin Powell à l'ONU secouant des petites pipettes disant qu'ils ont les preuves des armes chimiques. Que jusqu'à présent on n'a toujours pas vu, mais on a mis le pays à feu et à sang. Bon, ils sont en train de faire la même chose en présentant quelqu'un qui est un officier d'une armée étrangère, qui fait un travail, enfin, d'après les experts, remarquable contre Daesh, comme un terroriste. Et parce qu'on lui a mis l'étiquette terroriste, ça justifie toutes les bassesses, dont un assassinat en bonne et due forme, même si c'est fait par un drone, ça ne reste pas moins un assassinat. Et on vous dit, oui, bon, nous, c'est un casus belli. Et ce monsieur est en train de mettre en danger la paix mondiale parce que, vous voyez, l'Orient compliqué et le Moyen-Orient avec toutes ces nébuleuses va être peut-être la poudrière sur laquelle on va avoir une troisième guerre mondiale. Ouais. Parce que, écoutez, la première guerre mondiale a commencé par l'assassinat Du prince de Sarajevo. du prince de Sarajevo. Vous l'avez bien dit. Donc, bon, voilà. Vous voyez, les Iraniens ne resteront pas et inertes en regardant M. Trump faire continuellement. Il n'a que des rodomontades, mais ça peut aller très loin et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et il faut le regretter. Il n'y a rien pour arrêter M. Trump. Et quand les démocrates veulent limiter ces pouvoirs militaires, c'est-à-dire qu'on puisse consulter le Congrès avant de déclarer la guerre, ce n'est pas non plus une protection à toute épreuve. C'est bien ce que je dis. Vous dites quand les démocrates veulent. J'aimerais que ce ne soit pas les démocrates qui veulent, mais que ce soit vraiment le check and balances américain, où le pouvoir législatif prenne enfin sa responsabilité en dehors des positions partisanes et que ce ne soit pas uniquement les démocrates qui soient contre, mais que des républicains disent non, le pouvoir parlementaire, enfin législatif, doit contrôler certaines actions du pouvoir exécutif et vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas en train de faire correctement le job. Là, oui, on aura vraiment la grandeur d'homme d'État. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit et c'est triste. En même temps, on est aussi dans des questions de défense et il ne faut pas beaucoup ameuter sur ces questions-là. Mais non, attendez. Quel type de secret défense il y a à aller frapper un homme qui est en opération dans un territoire étranger? Et en quoi c'est secret défense? On peut faire ça. On peut déclarer secret défense sur n'importe quoi. On peut vous trouver, vous, Samuel Naoui, et moi-même ici, complotant contre les États-Unis et dire que c'est secret défense. On nous a frappé sur ce plateau et c'est fini. On a éliminé 2 terroristes. Quelle preuve on a pour justifier que vous et moi on a des intentions malveillantes contre les États-Unis, un pays que j'aime beaucoup par ailleurs? Quelle preuve on a? Rien. Donc, M. Trump fait la même chose. J'ai pas besoin de prouver. Je décrète que c'est un terroriste et je le frappe parce que j'en ai les moyens. Point. Et il y a des parlementaires qui sont encore en train de se demander si ils font bien parce qu'il est de leur camp ou pas. Non, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'en lisant correctement la Constitution, on en fasse la saine application en disant, Monsieur Trump, vous n'avez pas ce droit. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont les couilles, comme vous dites, pour le lui dire. Mais qu'on tente de présenter aujourd'hui Donald Trump comme le fils de Lucifer, alors que tous les présidents, qu'ils aient été démocrates ou républicains, ont leur guerre. Écoutez, vous souvenez-vous de combien de guerres président Barack Obama a fait? Le monde n'était pas non plus très en paix sous lui. Mais il n'a fait que gérer des situations antérieures et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs un prix Nobel de la paix. Parce qu'il a tout fait pour éviter que l'Amérique ne soit encore en train de surenchérir au niveau militaire. Donc non, tout le monde n'a pas fait la guerre. Barack Obama n'en a pas fait. Il n'a pas déclenché de nouveaux fronts. Il a plutôt géré, timidement parfois, mais des fronts ouverts par ses prédécesseurs. Donc non, il y a une nuance. Le cas libyen. Il n'était pas seul. Dans le cas libyen, il s'est rallié à l'activisme Sarkozy. très guerrière de M. Sarkozy et à l'époque David Cameron. Maître Sosa, merci d'avoir répondu aux questions. C'est toujours un plaisir. On va observer la pause et juste après le journal, on est ensemble.